Bonjour à tous, c'est en ce moment la semaine missionnaire. À cette occasion, on a voulu en savoir plus dans la famille en question sur les couples qui partent comme volontaires à l'étranger avec des organismes chrétiens. Alors c'est vrai que quand on pense aux missionnaires, on pense surtout aux prêtres et aux religieuses qui ont évangélisé des peuples lointains. Qu'en est-il des couples? Ont-ils eux aussi un rôle missionnaire? Comment sont-ils recrutés et formés? Pourquoi partir et comment revenir quand on a mis en parenthèse une vie professionnelle en France? Toutes ces questions seront abordées ce soir avec nos invités. Tout d'abord, Agnès Mingeot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ancienne volontaire de la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Vous avez vécu avec votre mari 2 ans au Cameroun et êtes rentré il y a tout juste 2 mois en France. Face à vous, nous accueillons François Paget, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du service volontaire de Fondatio, un mouvement international chrétien qui est reconnu par l'Église. Enfin, on a la joie de retrouver le père Stan Rougier-Père, bonjour. Alors, vous intervenez régulièrement dans la famille en question. Signalons la parution de votre dernier livre. Il est tout fraîchement sorti des presses. Puisque l'amour vient de Dieu, c'est paru aux éditions d'Esclés de Brouwer. Et vous nous apporterez, comme vous le faites chaque fois, votre regard à la fin de cette émission. Alors, tout d'abord, direction le Cameroun, où Anne, vous êtes partie avec votre mari Antoine comme volontaire. Vous avez chacun quitté un travail stable et votre quotidien parisien pour vivre un engagement chrétien sur le terrain. Retour sur ces 2 années de copée avec Guillaume Roubert. Le lever des couleurs, une tradition au Cameroun avant le début de la classe. Avec sa femme Anne, Antoine Esmangeau a passé 2 ans à Yaoundé, envoyé par la DCC comme proviseur de l'établissement scolaire du Bon Berger. L'expatriation, tout lâcher, famille, travail, pour redémarrer ailleurs. Un choix de vie et une décision loin d'être évidente pour le couple. Et c'est en 2005, après une retraite ignatienne avec un père jésuite, que le couple franchit le cap avec la DCC. Le besoin d'autre chose et d'un engagement chrétien sur le terrain. Une nouvelle vie et un nouveau rôle au milieu des parents et des élèves qu'Antoine a pris très à cœur. On ne peut pas être face aux parents comme ça et qu'ils aient l'impression qu'on se fiche d'eux. Donc on doit montrer aussi que c'est important pour nous, une réunion des parents d'élèves, qu'on représente l'établissement aussi devant les parents. Donc on se doit d'être bien habillé, de marquer la circonstance, ça c'est clair. Les téléphones portables sont interdits dans l'enceinte de l'établissement. On constate que de plus en plus d'élèves viennent avec les portables. Il y a beaucoup de gens qui te diront que quand tu pars en copé, c'est un peu cool, etc. C'est 2 ans entre parenthèses dans ta vie professionnelle. En tout cas, pour nous, c'est absolument pas ça. La DCC, elle a vraiment 2 objectifs. Que le coopérant serve là où il est, mais que le coopérant aussi revienne, grandisse de l'échange avec les gens qu'on rencontre, avec les gens avec lesquels on travaille, etc. Grandir au cœur de la population. Mais l'idéalisme et l'enthousiasme cèdent parfois la place à des moments plus difficiles. Au quotidien, la culturation a parfois ses pesanteurs pour le couple. Allez, À toutes. Quand on a besoin de discuter aussi avec des gens qui parlent exactement la même langue que nous, et avec les mêmes mots, manger un bout de fromage. voilà, on va chez les Froman. Quand on a besoin de passer des bons moments, quand on a plein de choses. Et qui en plus comprennent vachement bien de réalité puisqu'ils étaient anciens coopérants. Ancien coopérant. Coopérant de la DCC. C'est notre respiration. ce qui me donne le blues, c'est la pesanteur des responsabilités. On a beaucoup de responsabilités. Et ce qui nous permet de tenir, c'est toujours des gens. Une vie à 2 et rapidement à 3 avec la naissance de leur fille Marie. Pour Antoine, devenir père lui a donné une nouvelle considération auprès de la population. Après 2 ans passés au Cameroun, Antoine et Anne décident de rentrer. Aujourd'hui installé à Grenoble, Antoine recherche du travail et Anne, encouragée par son expérience africaine, veut devenir professeur. De nouveaux projets et de nouveaux espoirs. La petite famille a refermé la parenthèse DCC et redémarre une nouvelle vie. Agnès Mingeot, alors on le voyait dans ce reportage, vous avez l'air très engagé, très impliqué. Est-ce que vous diriez comme Antoine que la mission, c'est pas simplement d'aller faire un travail sur place, mais c'est également de rentrer très enrichi par cette expérience? C'est comme ça que vous l'avez vécu? En fait, on a vraiment vécu cette expérience comme la richesse de la rencontre. On a quitté le Cameroun il y a 2 mois.
il y a une tradition camerounaise qui consiste à accompagner autant que c'est possible les étrangers qui repartent à l'aéroport. Et au moment de prendre l'avion, il y avait plus d'une trentaine de Camerounais avec nous dans la file. Et à ce moment-là, on a vraiment réalisé qu'on ne pleurait non pas un pays ni des paysages, mais vraiment des gens, des Camerounais. Et la fraternité, la rencontre, voire des familles d'adoption, ont vraiment été au cœur de ces 2 années, qui ont un vrai relief humain. Vous êtes parti avec la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. Pourquoi le choix de cette association en particulier ? Alors là, c'est très simple, tout simplement parce que j'étais salariée à la DCC avant de partir. J'avais fait des choses un petit peu à l'envers. Vous souhaitiez partir, donc vous saviez que tôt ou tard, vous alliez partir ? Ça me tenait à cœur. Il me restait juste à convaincre mon mari, qui n'a pas été très difficile à convaincre. Et puis bon, au-delà de ça, le projet DCC tel qu'il était pensé, avec une forte implication à la fois professionnelle, humaine, spirituelle, nous plaisait beaucoup. La dimension chrétienne, en quoi est-ce qu'elle était importante ? Elle était importante dans la prise de décision, dans le départ, puisque pour nous, le départ n'était absolument pas évident. Si je puis dire, on avait chacun, l'un et l'autre, un travail qui nous plaisait beaucoup, donc il n'y avait en quelque sorte aucune raison de fuir la France. Donc si on ne fuit pas un pays, c'est qu'on est peut-être appelé vers un autre pays. Et cette dimension de l'appel, on peut nommer ça finalement une charte DCC qui nous plaisait. On peut aussi dire que par derrière, il y avait certainement un appel plus profond, un appel de l'Évangile, un appel du Christ. François Pagé, vous travaillez au sein de la Fondation, une autre organisation qui envoie également des jeunes en mission. Ce reportage, vous rencontrez pas mal de couples qui vivent ce même type de mission ? Oui, tout à fait. C'est similaire. C'est similaire, voilà, dans des territoires et des paysages différents, mais c'est toujours la même envie de se mettre au service des autres et au service, pour les chrétiens, de l'Évangile. Alors, vous vous occupez, vous, de recruter ces jeunes couples. Comment se passe ce choix, ces candidatures que vous recevez ? Comment est-ce que vous faites un tri ? Alors, nous recevons beaucoup de candidatures, principalement par Internet, et donc il y a effectivement un tri qui est nécessaire. Une rencontre individuelle qui va se passer après la rédaction d'un dossier avec motivation et constitution de pièces, de personnes de référence que l'on va interroger. Et donc un des éléments importants, c'est effectivement cette rencontre individuelle qui va se passer entre ces candidats et notre équipe, de façon à pouvoir ensuite leur faire une proposition de mission qui correspondra à leurs envies, leurs aspirations et leurs compétences. Voilà. La dimension chrétienne, elle intervient de quelle façon ? Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui font finalement le même genre de travail que vous. Alors, quelle est votre spécificité ? La dimension chrétienne intervient à plusieurs niveaux. Une de nos spécificités serait d'accueillir non seulement des couples chrétiens, mais aussi des couples qui sont en recherche de foi. La dimension chrétienne intervient aussi puisque localement, les projets qui vont accueillir ces volontaires font partie ou sont en partenariat avec Fondatio sur place, donc tout à fait insérés dans l'église locale, au service même le plus souvent de l'église locale. Et puis la dimension spirituelle est présente dans la dimension de se mettre au service des autres. Ceci est déjà une démarche spirituelle. Et puis dans le ressourcement qu'ils vont vivre, insérés dans la paroisse ou dans la vie communautaire qui sera proposée sur place. Anne Esmajo, cette dimension spirituelle de ressourcement, vous l'avez vécu comment au Cameroun? Parce que c'est un pays avec une culture totalement différente, il y a beaucoup d'animisme. Comment ça s'est passé, cette confrontation? Alors sans mentir, ça n'a pas été évident tous les jours, puisqu'on a découvert une église que nous ne connaissions pas du tout, des messes sur fond de tam-tam, de balafon et de you-you. On n'en voit pas tous les jours ici. Par exemple, pour moi qui préfère un peu des cadres recueillis, qui aime beaucoup les monastères, c'était pas forcément évident. Parce qu'au-delà des 2-3 premières messes où on est porté par une ambiance, à la 4e messe, on se demande si finalement on reste dans le spectacle ou si on décide de franchir le pas. Mais l'expérience la plus marquante qui aujourd'hui, pour nous, fait vraiment sens. Ça a été donc avec l'arrivée de notre petite fille pendant notre mission, le choix de faire baptiser Marie au Cameroun. Et non seulement de la baptiser au Cameroun, elle a été baptisée par un prêtre camerounais, alors que finalement, on aurait pu aussi choisir des jésuites missionnaires espagnols avec qui nous étions vraiment en lien. Donc il y avait le choix non seulement qu'elle soit baptisée par un prêtre camerounais, mais également que son parrain soit camerounais. Donc elle a été portée sur les fonds baptismaux par un parrain camerounais. Et ce jour-là, la liturgie était franchement, je crois, 100% camerounaise. Et dans l'assemblée, finalement, de voir un mélange de 80% de Camerounais, quelques familles françaises que nous avions invitées, une petite fille française portée sur des fonds baptismaux,
par un parrain camerounais, baptisé par un prêtre camerounais et avec une célébration où qu'on célébrait un jésuite espagnol, missionnaire. Là, on s'est dit qu'on touchait vraiment du doigt l'universalité de l'Église. Alors, on revient à la raison de votre départ. Est-ce que c'était une démarche qui était plutôt missionnaire, avec cette dimension de chrétien, d'annonce de l'Évangile, ou plutôt une action humanitaire ? Alors, ni l'un ni l'autre, je me sentais absolument pas dans l'humanitaire, dans la mesure où ça a peut-être un peu une connotation de nos jours, d'abord quelque chose de presque qui tient lieu d'exploit. On n'était absolument pas là-dedans. Le quotidien aujourd'hui d'un coopérant DCC, c'est la monotonie du quotidien dans un pays du XXIe siècle en Afrique. Donc, on n'est absolument pas dans l'ordre de l'exploit, on n'est absolument pas non plus dans l'ordre de l'évangélisation. Ou alors, si on entend évangélisation, c'est franchement uniquement par la rencontre des gens sur place. Et ce qui nous animait plutôt, c'était peut-être l'inculturation. Être avec, être ensemble, beaucoup plus que d'évangéliser. François Pagé, la mission de ces couples chrétiens, est-ce qu'il y a une dimension pour vous d'annonce de l'Évangile, ou est-ce qu'on se situe plutôt sur une action de terrain ? On se situe tout à fait sur une action de terrain. Et l'Évangile dans tout ça ? L'annonce de l'Évangile est faite par des autochtones, toujours, qui vont organiser des événements correspondant à leur église locale et à leur manière d'aborder la foi, la vie spirituelle. Et la dimension spirituelle est présente, l'évangélisation, si vous le voulez, par la dimension du service, c'est-à-dire par l'éducation, par la santé, par le développement économique, qui sont d'autres formes d'annonce de la foi, du service des pauvres, si vous voulez, qui est une composante de la foi, mais de manière beaucoup moins explicite, pour le coup. Est-ce que des couples qui se trouvent dans un pays d'Afrique ou d'Asie parlent de leur religion ? Est-ce que c'est connu par les locaux qu'ils sont chrétiens ? C'est toujours connu, puisque c'est une des premières questions que l'on pose à un couple qui arrive, ou à un volontaire qui arrive, c'est quelle est ta religion, quelle est ta foi ? Donc oui, c'est toujours connu. Anne Esmajo, alors vous parliez de ces points forts et notamment du baptême de votre petite fille. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué au cours de ces 2 années ? Qu'est-ce que vous retenez dans les challenges de cette vie Alors d'abord, comme l'expliquait Antoine dans le reportage, le poids de la mission. C'est-à-dire qu'on est envoyé suite à la demande d'un partenaire local. Là, c'était Grégoire, le fondateur de l'école, et qui en fait attend vraiment des coopérants un très fort investissement. Donc, je vous assure qu'on ne s'est pas ennuyé. On avait tout de même 600 élèves, 65 profs. Donc, il y a des jours où le poids de la responsabilité nous a fait passer quelques nuits blanches. Ça, c'était pas toujours évident. Et l'autre difficulté de cette mission, c'était la découverte de la corruption. Mais à un point vraiment qu'on ne soupçonnait pas, et avec beaucoup plus de subtilité que ce qu'on pouvait penser étant en France. Face à cela, de toute façon, vous n'aviez pas de moyens d'action, vous ne pouviez que constater ce qui se passait. Oui. Alors, votre séjour a été marqué, vous le disiez, par la naissance de votre petite fille, on l'a vu dans le reportage. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce passage d'abord d'une vie de couple dans un pays africain et ensuite vie de famille ? Alors, ce qui est évident, c'est que tonton Antoine et tata Anne, comme on appelle toujours les gens là-bas, sont devenus papa Antoine et maman Anne, ce qui n'est pas rien en Afrique. Moi, je suis devenue mère, ce qui est extrêmement important. Ça vous a donné plus d'autorité, en quelque sorte ? Je crois que la première année, on est passé pour des petits genoux, ce qui était d'ailleurs tout à fait vrai. Vous êtes très jeune. Et en plus, nous avions aussi à trouver le ton, à prendre le rythme d'une mission, à découvrir tout un pays, tout un environnement. Donc, il est évident que nous étions particulièrement jeunes d'esprit. Mais je pense que la deuxième année, non seulement nous avions le recul d'une année dans les jambes, mais nous étions vraiment passés au statut de père et mère et donc de famille. Et Marie a été le meilleur passeport pour finalement communiquer absolument partout. Ça nous a ouvert des portes insoupçonnées. Et le fait d'élever un bébé là-bas, c'est simple, c'est compliqué Pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment très très simple parce que j'ai été assez vite aidée, ayant énormément de travail au sein du Bon Berger. Je me suis aperçue que je n'arriverais jamais à tenir à la fois mon rôle de mère et mon rôle d'intendante au sein du collège. Donc j'ai fini par trouver Célestine, une berceuse comme on dit là-bas, donc la nourrice de Marie,
qui m'a énormément aidée et ça me fait plaisir de lui rendre hommage ce soir ici. Donc ça a été extrêmement simple puisque Célestine venait à la maison et pendant ce temps je travaillais. François Pagé, alors les couples qui souhaitent partir, est-ce qu'ils peuvent partir en famille? Qu'est-ce qui est le plus conseillé? Est-ce que vous avez des pays où il vaut mieux être simplement en couple et d'autres où on peut partir avec enfants? Comment vous faites cette répartition-là? Alors, le facteur clé, c'est la sécurité du pays. Et le deuxième facteur très important, c'est la mission. C'est-à-dire, avons-nous une mission à proposer à l'ensemble du couple, c'est-à-dire à chaque personne, de façon à pouvoir proposer un investissement personnel, comme Anne l'a dit tout à l'heure, de façon à combattre ce risque de la monotonie ou de l'inactivité, parce que de toute façon, quel que soit l'investissement, il y aura toujours le fait d'être confronté à la solitude. Le volontaire va se retrouver à l'autre bout du monde, confronté à cette solitude, même s'il est en relation avec de nombreuses personnes locales. Il n'empêche qu'il est le plus souvent seul blanc ou seul occidental dans cette région. Et donc il y a à se confronter à sa propre solitude. Comment ces couples sont formés pour partir ? Alors, la formation dépend un petit peu de la durée de leur mission. S'ils partent pour des très longues durées, 1 an ou 2 ans, ils partiront avec des organismes comme la DCC ou le SCD, le Service de coopération au développement. S'ils partent pour des durées plus courtes, 6 mois, 9 mois, c'est nous-mêmes qui allons assurer cette formation. Elle passe par quoi ? Elle passe par des week-ends, des rencontres individuelles beaucoup, un accompagnement personnalisé à toutes les étapes de la construction de leur projet. Et ces projets sont financés comment ? La plupart du temps, ces projets sont financés grâce à des donateurs privés, soit que nous-mêmes avons déjà trouvé, soit que les volontaires vont contribuer à rechercher auprès de leur réseau personnel, de façon à financer et à permettre à Fondatio d'assumer les engagements financiers pour leur vie locale. Et puis le partenaire local va contribuer pour sa part, selon ses possibilités, qui à l'hébergement, qui à la nourriture, selon ses possibilités. Quel est le profil de ces couples qui souhaitent partir ? Un profil très net, plus la durée est longue sur des études supérieures. Moins il y a de monde ? C'est-à-dire plus d'un an, on est entre Bac plus 4 et Bac plus 7, si vous voulez. Et moins d'1 an, on est sur des durées et des profils qui peuvent être plus Bac plus 2, enfin des profils de jeunes étudiants. Et puis une très nette dominante pour des études de commerce ou des études d'ingénieur. Alors est-ce qu'il faut des compétences particulières pour partir ? Il faut des compétences particulières pour des missions particulières, c'est-à-dire que nous avons possibilité de proposer des missions variées dans différents domaines, dans l'éducation, la santé ou le développement, qui permettent du coup de s'adapter à différents profils. Donc je répondrai non, il n'y a pas besoin de compétences particulières, on essaiera de trouver une mission qui corresponde à ce qu'il a envie de faire et puis ce qu'il peut faire. Anne, comment se passe votre retour ? Je précise que vous êtes en formation, là, vous préparez un CAPES de lettres. Votre mari recherche un travail. Est-ce que vous êtes aidé par la DCC dans ces démarches-là, en particulier votre mari ? Oui, alors notre retour est tout frais, mais c'est vrai que la DCC ne lâche pas le volontaire comme ça à son retour. Elle continue de l'accompagner, notamment dans toute sa réinsertion professionnelle, puisque des modules de formation peuvent être proposés. Il y a également un week-end de retour qui nous attend pour relire un petit peu l'expérience avec un peu de recul, pour peut-être digérer aussi certaines choses qui n'ont pas été évidentes ou au contraire qui ont été très fortes. Est-ce qu'une expérience comme la vôtre séduit des entreprises ? Alors écoutez, l'avenir le dira. J'ai l'impression qu'Antoine réussit à transformer cette expérience humaine sur un CV en expérience professionnelle qui tient la route. Et quel conseil, dernière question, donneriez-vous à des couples qui souhaitent partir comme vous ? Osez le départ, vous ne serez pas déçus. Dernière question pour vous, François Pagé. Vous aidez aussi ces jeunes coopérants pour leur retour ? Tout à fait. De quelle façon ? De plusieurs manières. À la fois donc, participation à des événements de retour, des journées ou des week-ends, et puis l'utilisation de notre réseau relationnel. Le réseau associatif a cet avantage de connaître beaucoup de monde dans beaucoup de domaines. Et donc, c'est une manière aussi d'aider ces jeunes au retour. C'est un élément clé de reprendre pied dans l'activité économique française. Merci. Stan, Père, bonsoir. Alors, au vu de ce qui a été dit ce soir, vous, quel est votre regard ? Que je me porte volontaire pour aider à la formation de ceux qui partent, que ce soit dans Fondatio, où j'ai déjà travaillé depuis 30 ans, ou dans la DCC, à laquelle je me suis joint au Cameroun il y a une quinzaine d'années, parce que je trouve que c'est fascinant comme aventure, mais ça nécessite quand même une certaine attitude intérieure. On ne part pas comme ça dans un pays étranger sans
savoir former dans son cœur et dans son âme un certain comportement, une admiration pour ceux chez qui on va, une estime pour leur culture, une manière de les aborder qui n'aurait rien de dominateur, si vous voulez. Je me souviens Vincent de Paul disant aux jeunes filles qui allaient dans les quartiers pauvres, c'est l'amour que vous avez pour eux, que vous aurez pour eux, qui leur permettra de vous pardonner ce que vous faites pour eux. Tout ce qui pourrait être paternaliste doit être vraiment rejeté. Et puis une attitude d'optimisme permanent, d'enthousiasme permanent. Jamais s'accorder le droit de dire j'en ai marre ou je suis fatigué, quelles que soient les difficultés. Oui, mais chasser vite. Être hyper positif, si vous voulez, devant tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va entreprendre. On parlait tout à l'heure de la corruption. Moi, j'ai vu ça au Cameroun et dans d'autres pays de cette région. C'est atroce quand on voit ça. Mais il faut qu'on prenne du recul. Il faut qu'on développe en soi une faculté d'émerveillement, d'humour. Il y a un certain nombre d'attitudes spirituelles intérieures ou de caractères qui sont très importantes. Moi, je vois par exemple ceux qui ont reçu une formation scout sont aidés considérablement. Ceux également qui ont fait des stages à Fondatio, je suppose qu'ils sont aidés également énormément. On ne peut pas partir là-bas comme ça, la bouche en cœur, en disant je vais voir du pays. C'est pas possible. François Pagé, je rebondis là-dessus. Est-ce que vous faites intervenir des prêtres de temps en temps dans les séminaires de formation pour ces couples ? En tout cas, pas encore Stan Rougier. L'invitation est lancée, j'ai bien retenu. Hein. Voilà, c'était ça l'important. C'était ça en fait. C'était ça l'important. Mais je crois que ça va se faire. Vous avez la tête à recruter. Votre expérience, père, de terrain, justement, dans ces missions ? Moi, je suis parti à l'âge de 20 ans, vivre 2 ans au Burkina Faso. Je suis revenu transformé. Et je ne disais pas j'ai beaucoup donné, mais j'ai beaucoup reçu. Et en effet, je ne serais pas ce que je suis si je n'avais pas passé ces 2 années-là là-bas. Pourquoi j'ai été là-bas, j'en sais rien. Hein. Moi, je voulais vivre un peu en Afrique, j'ai été servi. Parce que c'est un pays étonnant. Étonnant. Mais il y a des gaffes qui ont été faites et qui ne l'auraient peut-être pas été s'il y avait eu une préparation meilleure. Je me rappelle cet Africain disant on est reconnaissant aux Européens de nous avoir apporté l'Évangile, mais ils ne nous ont pas appris à estimer notre africanité, ce que nous avons de spécifique de celui qui est noir et qui vit en Afrique, ça on ne nous a pas aidé à le vivre. Alors, père, vous qui êtes prêtre, et pour vous, est-ce que les couples, les laïcs, ont aussi cette mission d'annonce de l'Évangile ? Mais complètement, par le baptême, par la confirmation. Ça a été une aberration de dire pendant des années et des années que la vocation du prêtre seul fondait l'évangélisation. Elle est pour tous. Quand on a découvert un trésor, on le partage, sinon c'est qu'on n'a pas découvert. Et d'autre part, la manière de transmettre l'évangile faite par des laïcs est parfois bien plus accessible pour les gens, parce qu'ils n'ont pas ce langage très très spécial de celui qui s'est cogné 7 ans ou 8 ans de séminaire, et qui a un langage vraiment des fois très inaccessible. Un jargon. Un jargon. Merci père, à bientôt. Alors, avant de terminer, pour en savoir plus justement sur la DCC et les postes qui sont à pourvoir, vous pouvez les consulter sur le site internet de l'association à l'adresse www.ladcc.org. Le site internet de Fondatio, www.fondatio.org/France. Signalons également 3 autres associations chrétiennes qui envoient des volontaires dans des pays pauvres. La Fidesco, son site internet www.fidesco-international.org. L'association Enfants du Mékong qui aide les enfants du Sud-Est asiatique. Son site www.enfantsdumekong.com. Et puis toujours orienté vers l'Asie, les MEP, les missions étrangères de Paris, leur site internet www.mepasie.org. Et puis enfin, quelques textes qui pourraient vous intéresser sur ce sujet, en particulier l'encyclique de Jean-Paul II, Redemptoris Missio, qui est donc consacrée à la mission, dans laquelle le pape rappelait que l'Église est tout simplement par nature mission. Vous pouvez retrouver le texte de cette encyclique sur le site du Vatican, à l'adresse qui figure sur vos écrans, www.vatican.va. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous les 3 d'être venus. Merci. Et puis, à très bientôt pour un prochain rendez-vous de la famille en question. Au revoir.